On commence avec les infos les plus chaudes de ta région, les bails du jour sortis du four par l'inclassable et insaisissable Laurence Méride. Laurence, à compter d'à partir de dorénavant, lorsqu'un policier te demande le code de ton smartphone pour le déverrouiller, tu es obligé de dire oui. Refuser de communiquer son code de déverrouillage de téléphone à des enquêteurs est désormais considéré comme un délit, Guirane. Plusieurs tribunaux se sont arrachés les cheveux quand la question venait à se poser pendant une audience. Et à chaque fois, ils ont estimé le contraire. Alors comme le veut le système judiciaire français, le fonctionnement du système judiciaire français, quand il y a une zone d'ombre, la Cour de cassation a tranché hier. Ils sont basés sur une affaire qui a été transmise par quelqu'un qui avait été arrêté pour possession de stupéfiants, de la drogue. Ça s'est passé il y a 4 ans dans le Nord. En garde à vue, les policiers lui ont demandé à cet homme le code des 2 iPhones qu'ils ont retrouvés sur lui, mais il a refusé. L'histoire continue au tribunal de Lille. Le prévenu est condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, mais pas pour avoir refusé de donner le code de déverrouillage de son téléphone, de ses 2 téléphones. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le juge a estimé que le code n'était pas une convention secrète de déchiffrement. Déchiffrement, c'est sur cette notion, qui date d'une loi de 2001, que se sont déchirés cours d'appel et cours de cassation. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone, donc la question du code de verrouillage ne se posait pas. Selon le raisonnement de la cour d'appel, la convention secrète de déchiffrement, c'est quoi ? Ça désigne les logiciels intégrés par exemple à des messageries sécurisées comme WhatsApp ou encore Telegram pour crypter nos données, quand le code de verrouillage, lui, permet simplement d'accéder au téléphone. Alors que la Cour de cassation, Guirane, tu suis jusqu'à présent ? Je suis à toute berzingue. Très bien. La Cour de cassation, elle considère que si l'activation de ce code permet d'avoir accès à des données cryptées, il constitue une clé de déchiffrement. En fait, il se fritait la gueule pour savoir quand est-ce qu'on pouvait ouvrir ou pas un téléphone. C'est fou quand même le droit, c'est fou. Là, tu dis je vais arrêter des gens. Non, je parle de téléphone pendant 3 mois. C'est fou, franchement. Et donc, dans la décision du 7 novembre, la Cour de cassation, elle annule l'interdiction de demander le code. C'est ça, la décision maintenant, elle fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous êtes mis en cause dans une affaire et suspecté d'avoir utilisé votre portable pour enfreindre la loi, la police est en droit de vous demander d'ouvrir votre téléphone. Et donc, le trafiquant de stupéfiants du Nord, là, sur qui l'affaire était basée, il va Ouais. donc repasser à la barre pour être rejugé, cette fois pas que sur la drogue, mais aussi pour la question du téléphone. Exactement, et il risque 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende. La décision de la Cour de cassation, elle est loin de faire l'unanimité chez les juristes. Maître Julien Brochot, avocat pénaliste, m'a dit au téléphone qu'il est contre en fait cette décision. Il estime que l'infraction ne peut s'appliquer qu'aux tiers et pas aux mises en cause. On vous explique dans des termes un peu moins juridiques. En gros, dans une enquête judiciaire, exemple, quand des policiers ils veulent perquisitionner un domicile, ils passent pas à l'improviste en disant « Dis donc, salut, vous aurez pas envie d'une petite perquise ?» Non, ils viennent et il y a une démarche, il y a un processus. Ouais, il passe par un magistrat pour obtenir une autorisation écrite, ce qu'on appelle un mandat aux États-Unis, on a l'habitude de l'entendre dans les séries. Et si le proprio, il est pas d'accord, la police, elle défonce la porte. Ça devrait être la même chose pour le téléphone. Pour y avoir accès, la police devrait demander une autorisation à la justice. Et si le proprio du téléphone il n'est pas d'accord, les enquêteurs défoncent son téléphone en passant cette fois par un prestataire, genre un informaticien, parce que tu peux pas faire ça comme tu défonces une porte. Ça prend plus de temps, mais ça garantit le respect du droit à la défense, c'est-à-dire l'égalité entre les parties lors d'un procès. Alors, je tiens à dire que, donc à partir de maintenant, on est obligé d'ouvrir son téléphone si un policier nous le demande. C'est pareil si c'est ta meuf. Si elle te demande d'ouvrir ton téléphone, tu dis oui. Sinon, tu te fais défoncer aussi. C'est tout. Et Laurence, on l'attendait, elle est enfin arrivée, cette belle petite proposition de loi pour encadrer les pratiques des personnes préférées du monde, les influenceurs. Ouais, elle a été déposée à l'Assemblée nationale par le député écologiste Aurélien Taché la semaine dernière. Donc ça vise à mieux protéger les consommateurs face aux arnaques qui sont de plus en plus fréquentes sur Internet. Ça fait beaucoup de bruit depuis que le rappeur Booba dénonce ces pratiques. Et il y a quoi dans cette loi alors ? L'article 1er, il prévoit de définir qui est influenceur ou non. Aujourd'hui,
On le dit souvent d'ailleurs dans Réseau, le mot il peut désigner les stars de télé-réalité aux millions d'abonnés, comme les petits créateurs de contenu. Donc sera considéré, si cette loi elle passe, comme influenceur celui qui fait régulièrement du placement de produits. Avec cette nouvelle proposition de loi, des contrats stricts seraient établis aussi entre marques, agences et influenceurs, des contrats écrits obligatoires pour être dans une pratique légale. Et ces contrats, je t'entends rire, hein, et ces contrats doivent permettre aux consommateurs qui ont été arnaqués de saisir la justice en cas de litige. La proposition de loi, c'est pas pour tout de suite, elle devrait être débattue qu'en début d'année prochaine, Guérin. En même temps, c'est pas la peine de perdre trop de temps parce que cette proposition de loi propose la même chose que ce qui existe aujourd'hui. Franchement, les gars, vous emmerdez pas non plus. T'es rabat-joie. Trop rabat-joie. Mais maintenant, tu vas nous parler de ce site qui est en train de devenir le pire de tout Internet. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Rien ne va plus sur le site de prêt-à-porter low cost chinois, Shein. Déjà, j'ai découvert aujourd'hui qu'on disait Shein et pas Shine. Oui. Rien que pour ça, ça me pète les couilles. C'est comme la marque de luxe qui s'écrit Loewe. Et qui se prononce Louis. Ça, c'est juste pour casser les couilles des gens. Je veux dire, imagine Adidas un jour, ils disent ah pardon, on dit pas Adidas, en fait on dit Aduns. Bah on dit mais arrête de nous emmerder, écris-le comme ça. Merde. Bon, je m'éloigne du sujet. Ouais, pardon. un petit peu quand même. Shein. Oui. Ça, tu l'as dit en tout cas. Et dans une sale période, c'est sûr, ils ont pris une amende record mi-octobre là, aux États-Unis pour avoir caché à leurs clients une fuite massive de données personnelles. Et ils ont été le sujet d'un documentaire choc en Angleterre. Un docu qui dénonce leur méthode de production, la présence en masse de contrefaçons sur le site de Shein et les conditions de travail inhumaines dans les usines. Ce qui n'est pas surprenant vu les prix pratiqués sur le site. Mais la marque, elle marche parce que Shein, c'est hyper agressif dans les placements de produits. En France, il y a 1000 influenceurs cette année qui ont cité la marque Shein. Dans 3000 posts qui vantaient les mérites de leurs produits, qui ont été vus plus de 10,5 millions de fois. Et face aux polémiques sur les conditions de fabrication, Shein mobilise les influenceurs justement. Ouais, fin octobre, juste après ce fameux docu de Channel 4 en Angleterre, la marque elle a envoyé un petit guide à tous ses influenceurs avec des infos à donner aux abonnés qui poseraient des questions sur l'éthique de Shein, en expliquant que, évidemment, les bonnes conditions de travail étaient une priorité pour la marque de Shein. Et suite aux révélations sur les mauvais traitements, évidemment, ils avaient lancé une enquête interne, le mot est lâché, chez leurs fournisseurs. Parce que, évidemment, c'est pas de leur faute à eux. Shein, eux, c'est des gens formidables, c'est à cause des méchants fournisseurs caca. Alors, en même temps, cette espèce de stratégie, là, ça a pas l'air trop de tromper les influenceurs, comme l'exprime Claire Latour sur TikTok. Personnellement, je trouve que c'est juste l'hôpital qui se fout de la charité. Moi, j'ai participé à cette communication sur Shein, j'ai arrêté et je trouve que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Voilà, donc c'est clair. Voilà, méfiez-vous si vous entendez des influenceurs qui parlent ultra bien de l'éthique de fabrication de Shein. C'est une opération de com et globalement, de toute façon, des manteaux à 30 balles et des pulls en cachemire à 8 €, c'est que les gens qui fabriquent ça ont pas une belle vie, je vous le dis. Essayons de résister aux sirènes de la surconsommation. Mais ce n'est pas le seul problème des influenceurs sur Shein, puisqu'une arnaque aussi circule sur Instagram, Guérin. Si vous êtes tagué en ce moment sur des stories qui vous proposent de devenir ambassadeur de la marque Shein et de gagner une carte cadeau de 800 balles à dépenser sur le site, n'y allez pas, c'est une ruse. Il y a une journaliste de l'excellent site Numérama qui a essayé. Elle est tombée sur un site qui est bien imité, mais c'est un site bidon. Et ça propose un quiz et aussi une carte cadeau à 800 €, mais qu'on doit acheter à 2 €. Et une fois qu'on a dépensé ces 2 €, ça donne pas du tout accès à une carte cadeau ni à un bon d'achat. Ça donne accès à un programme de fidélité qu'on comprend pas, qui sera ensuite facturé 45 € toutes les 2 semaines. En gros, on vous prend 90 balles par mois pour rien, c'est ce qu'on appelle une arnaque. En fait, si vous voyez Shein, vrai ou faux site, cliquez pas, il y a une douille. Die große Enquête de Laurence, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, la seule enquête de Laurence, voilà, c'est tout. Ouais, c'est ma personnalité, je suis né comme ça. On peut rien faire. Et il est adorable en vrai. C'est horrible, c'est horrible. On dirait que tu parles d'un chien, c'est terrible. Faut que je me concentre, putain, Guérin. Pardon, j'ai une c'est la enquête, grosse là. enquête, Die große Enquête. On l'attendait, Laurence. Oui. Et c'est pas du tout ça en plus que je dois dire. Oh, je suis pas au bon endroit. L'enquête, c'est sur TikTok. Hein. Évidemment, évidemment. TikTok, t'aimes beaucoup TikTok. Donc, J'adore, moi, je vis dessus. On va se Je concentrer, vis on va dessus. parler de ça parce que c'est très important. Oui, Moi parce aussi, que attends. Laurence, Oui. justement, l'application. En ce moment, c'est les élections de mi-mandat aux Oui. États-Unis et l'application TikTok est une arme électorale de poids. Et pourquoi on vous en parle? Parce qu'à les élections,
Et c'est précisément aujourd'hui que les Américains votent pour élire leurs représentants au Congrès. L'enjeu pour le président, c'est de rester majoritaire pour continuer de gouverner sereinement sans que les républicains lui mettent des bâtons dans les roues à chaque fois qu'une loi doit être votée. Et aussi, l'élection va donner le ton pour la présidentielle de 2024, renforcement des démocrates ou retour de Donald Trump. Alors moi je trouve que c'est une très belle analyse politique, Laurence, Merci de la beaucoup. situation aux Merci. États-Unis, c'est vraiment excellent. Juste, on me demande dans l'oreillette quel est le rapport avec TikTok. Ah oui, TikTok, bien sûr. TikTok est au centre des préoccupations depuis quelques semaines, selon le journal Le Monde. Les observateurs en fait, du scrutin craignent une vague de désinformation dans un pays où les fake news sont devenus un sujet majeur des campagnes présidentielles depuis celle qui a fait entrer Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Une enquête de l'ONG Global Witness conclut par exemple que la plateforme échoue à détecter les fausses informations électorales. Ça, on vous le dit régulièrement, que TikTok échoue à modérer en fait ses contenus. Les enquêteurs expliquent avoir soumis 10 publicités en anglais, 10 en espagnol, sur différents réseaux sociaux. Et TikTok, lui, a laissé passer 90% de ces fausses publicités. Et la même étude pointe des failles dans d'autres plateformes comme Facebook, qui a 226 millions d'utilisateurs aux États-Unis. quand même. Ouais, sauf que l'analyse du format vidéo prend plus de temps que celle de l'écrit. C'est logique, ce qui complique la lutte contre les fausses informations. Un problème qui devient de plus en plus courant vu que les shorts pullulent maintenant sur Internet. Et en plus, pourtant, TikTok, ils sont toujours défendus d'être un lieu où il y a des fake news, puisque selon le journal Le Monde, même en 2020, TikTok a mis en place une équipe confiance et sécurité. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais en tout cas, cette équipe a été chargée de traquer la désinformation. Bah, tu l'as peut-être dit comme ça parce que, selon un comptage du site spécialisé Protocol, plusieurs dizaines de membres ont quitté l'équipe l'an dernier. Donc ça pose question sur l'efficacité du travail de ce groupe. Aux États-Unis, TikTok attire 85 millions d'utilisateurs, de plus en plus d'adultes et donc de potentiels électeurs. Ils sont 10% à s'informer régulièrement sur l'application selon une enquête du Pew Research Center. Mais surtout que l'application TikTok, maintenant, c'est utilisé comme un moteur de recherche type Google. Ouais, or, en explorant différents thèmes allant du Covid au changement climatique en passant par l'avortement ou encore l'élection américaine, l'entreprise NewsGuard Giran, spécialisée dans le suivi de la désinformation en ligne, a constaté que près de 20% des vidéos présentées comme résultat de recherche contenaient des informations trompeuses, avec un détail assez choquant selon l'un des analystes. Si vous tapez certains termes de recherche, TikTok vous pousse parfois vers la désinformation en complétant automatiquement. Par exemple, en tapant changement climatique, on nous proposait la formule changement climatique démystifié, où le changement climatique n'existe pas. Donc en gros, ils pensent déjà avant même que les gens aient pensé à ce qu'ils voulaient chercher. Joe Biden lui-même, il fait les frais de ses suggestions automatiques douteuses quand le journal Le Monde a tapé son nom sur TikTok. Parmi les résultats, il y avait un tas de vidéos qui sèment le doute quant à la légitimité de son élection. TikTok, c'est donc clairement un outil de campagne numérique à part entière. Le gouvernement américain a même pensé interdire le réseau social dans le pays. Le réseau social, on le rappelle, il est chinois. Donc bon, ils ont déjà pas mal de problèmes, Washington et Pékin. Donc rajouter l'interdiction de TikTok, ça mettrait pas mal de friture dans leur relation. Mais pourtant, en ce moment même, la FCC, enfin en gros, la répression des fraudes, l'institution qui régule le marché, l'économie aux États-Unis, eux, ils voudraient que TikTok soit banni complètement. Alors, d'un côté, on se dit, et puis il y avait déjà eu le cas, puisque en 2020, l'administration Trump voulait interdire TikTok. C'est ça. Mais le truc, c'est Et d'ailleurs, c'est Joe Biden qui avait empêché que ce soit fait. Oui. Et maintenant, c'est lui qui est Lui, un peu mais- moqué sur le réseau social. exactement. Le truc, c'est qu'en fait, on peut se dire aussi que les Américains, ils regardent les données et ils diffusent des fake news sur des plateformes qui sont américaines. Instagram, Facebook, il y a plein de choses à redire. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que en Chine, toutes ces applications elles sont interdites. Ah ouais. Et donc Oui. en fait, c'est vrai qu'on se dit, en même temps, si les Chinois interdisent des applications, il n'y a rien d'étonnant que d'autres pays disent, nous, on veut pas des applications chinoises non plus. Donc je n'apporte aucune solution au problème, j'en ai juste parlé. Merci de m'avoir écouté. Réseau. Le débat, le débat, le débat. Alors moi, j'ai juste un petit truc un petit peu plus léger juste avant de faire une petite pause. Il se trouve qu'on vous a parlé de Mastodon, le réseau social qui attire tous les déçus de Twitter à cause d'Elon Musk. Et il y a plus d'1 million de personnes qui sont allées sur Mastodon Ouais. en quelques jours. Ils sont déjà déçus. Ça, je trouve ça fort. Il y a plein de gens qui disent c'est compliqué. Alors déjà c'est compliqué, mais en plus c'est un système décentralisé, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de forums de discussion différents, mais il y a aussi pas beaucoup de modération,
Donc il y a des forums, tu te retrouves avec des gens qui sont concrètement dans des théories cheloues. Et en plus, ceux qui décident de censurer ou non, c'est des gens qui ont créé le forum. Donc ça veut dire que moi par exemple j'ai créé un forum, si toi t'arrives tu dis des trucs que j'aime pas, donc il y a de la censure, donc ça ne marche pas. Et donc la hype autour de Mastodon aura duré 3 jours, pas mal. Tout va vraiment plus vite sur internet. Réseau, toute l'actu d'internet. Avec Laurence et Guirane.